Mesdames et messieurs les membres des délégations de Guinée, du Mali, de Mauritanie, de Côte d'Ivoire, je dirais surtout un accueil chaleureux à nos amis de Côte d'Ivoire qui sont venus, je dirais, en force aujourd'hui. Et je crois que le ministre, votre homologue, monsieur le ministre, viendra également ce soir pour clôturer vos travaux. Donc, bonjour fraternel à nos amis de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les membres du monde de l'informatique et des technologies de l'information. Je vais donc, si vous le permettez, vous parler aujourd'hui évidemment de cybersécurité et d'économie numérique, qui vont évidemment de pair. Et je voudrais tout d'abord vous dire que nous sommes, je crois, tous convaincus dans cette salle que le XXIe siècle sera certainement le siècle de la donnée. On sait en particulier, et de la donnée numérique. On sait en particulier que la création de valeur de plus en plus se fait désormais en traitant l'information, et de même que nous avons, au cours des siècles qui nous ont précédés, organisé les espaces qui nous ont permis de créer de la richesse, de la distribuer, de la partager, d'organiser la vie également autour de cette création de richesse, autour d'abord des espaces territoriaux, lorsque la terre était le seul vecteur et facteur de création de richesse, et puis ensuite l'espace maritime, lorsqu'on a commencé à ouvrir les grandes voies de transport et de commerce, et puis ensuite l'espace aérien. Aujourd'hui, c'est évidemment de ce quatrième espace dont on va parler, qui est l'espace informationnel, l'espace des données, qui, comme pour les trois précédents, nous a conduit à organiser ces environnements, à les réguler, à les contrôler, sous tous les aspects du reste. Qui dit création de richesse dit évidemment nécessité de les défendre, nécessité de nous protéger, d'en protéger les acteurs, quels qu'ils soient, les individus, les collectivités, les gouvernements. Eh bien, on l'a fait et on continue à le faire, évidemment, on le voit tous les jours dans les trois premiers espaces. Il convient évidemment aujourd'hui de prendre le quatrième comme étant un espace à part entière, extrêmement important, et pour lequel il convient tout simplement de nous protéger, parce que c'est un espace créateur de richesse, un espace dans lequel on se déplace désormais et dans lequel les individus sont à la fois acteurs, mais également vulnérables. Donc, on va parler de ça, évidemment, et on va parler, évidemment, des efforts de régulation nécessaires qu'il convient de mettre en place pour progressivement organiser ces espaces. Monsieur le ministre, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que vous aviez pris l'initiative, avec vos collègues, notamment de la sous-région, de commencer à travailler ensemble. Je crois que c'est absolument nécessaire que d'avoir une coordination au niveau des régulations sur ces questions, de partager, d'avoir une harmonisation aussi. Nous le faisons du reste au niveau européen. Je peux vous dire par expérience, c'est un combat long et difficile, parce qu'évidemment, il s'agit d'harmoniser les régulations des uns et des autres, mais absolument indispensable. Qui dit espace de sécurité en matière d'information, dit automatiquement, si possible, la nécessité d'envisager un horizon assez large, et quoi de plus naturel, au fond, que l'ensemble des acteurs de la sous-région pour partager leur expérience, mais aussi leur volonté de mettre ensemble cette dernière et de trouver des moyens communs pour précisément protéger ces espaces de sécurité qui deviennent pour beaucoup d'entre eux des espaces de souveraineté. Je dirais du reste un seul mot là-dessus. Après avoir longuement réfléchi, il m'est apparu que les données, si elles deviennent évidemment des enjeux de souveraineté, de création de richesse, de vulnérabilité aussi, eh bien, doivent être considérées comme telles. Et il me semble que dans les régulations sur lesquelles vous travaillez, il est absolument essentiel d'avoir une position commune sur les territoires où doivent être stockées, traitées, processées ces données, de façon à ce que la justice applicable soit bien contrôlée par les États et non pas par des tiers. On le voit aujourd'hui du reste,
certains États ont adopté des postures supranationales en matière de sécurité et de contrôle, notamment des systèmes d'information. Et moi, je pense qu'il est indispensable, si on peut le comprendre, évidemment, dans des cas majeurs, de force majeure, et on a évidemment tous en tête, évidemment, les risques de terrorisme qui, aujourd'hui, parcourent la planète, du reste, il n'en demeure pas moins que ces questions doivent être traitées, encore une fois, au niveau d'État ou de communauté d'État, que j'incite évidemment à prendre le sujet en main et à partager. En ce qui concerne la Commission européenne, avec quelques-uns, nous militons assez fortement pour que les données générées, notamment par les industries, les entreprises européennes, soient stockées, traitées, processées en Europe selon une régulation qui est le droit applicable européen partagé entre les pays membres de la communauté. Pourquoi ne pas envisager une démarche similaire avec les pays de la sous-région? Et évidemment, pourquoi pas commencer avec les principaux acteurs qui sont représentés ici. En premier lieu, évidemment, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi la Guinée, le Mali, la Mauritanie, de façon, encore une fois, à avoir un cadre commun et à être plus forts ensemble. Évidemment, les données, par définition, sont transfrontières, mais ce qui les unit, c'est des cultures communes, un droit commun, une monnaie commune aussi, et on a le franc CFA. Donc tout existe aujourd'hui pour peut-être avoir ici un début d'approche qui me semblerait être extrêmement pertinent pour l'Afrique du XXIe siècle, et puis, n'ayons pas peur de le dire, l'Afrique francophone aussi, qui est une force considérable, puisqu'évidemment, nous avons la chance de partager à beaucoup une même langue, qui est finalement aussi l'un des liens avec les données. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préalable, parce que, évidemment, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Dans ce contexte, bien sûr, il faut prendre son destin en main, et vous le faites de façon vigoureuse. Il faut aussi que les acteurs privés jouent leur rôle. Un petit mot, évidemment, sur Atos, parce que nous avons décidé d'être un acteur important dans l'accompagnement du développement des pays de la sous-région, mais aussi des pays d'Afrique francophone, dans cette formidable perspective qu'ouvre le monde du traitement de l'information au XXIe siècle. Et comme vous le savez, Monsieur le Ministre, sous l'égide du président Macky Sall, nous avons décidé, avec le groupe Atos que je préside, merci de l'avoir rappelé, de lancer une initiative extrêmement importante ici au Sénégal, qui a vocation évidemment à s'étendre en dehors du Sénégal, puisque nous avons décidé d'ouvrir, et c'est le cas aujourd'hui, c'est fait, j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont dans la salle, donc une plateforme permettant d'embaucher donc un certain nombre de jeunes, notre propos étant évidemment de contribuer à les former, pas d'embaucher comme ça, on a un rôle important dans l'écosystème aujourd'hui, leur dire ce qui nous semble important, dire au système éducatif et académique ce qui semble important pour ces jeunes, ce dont nous avons besoin, ce dont les autorités vont avoir besoin, évidemment en matière de traitement d'information, mais aussi en matière de cybersécurité. Nous avons noué dans cette perspective des relations très étroites avec l'ensemble du système académique sénégalais. Nous avons noué des partenariats. Nous embauchons beaucoup de stagiaires. On en a aujourd'hui plus de 40 qui sont embauchés aujourd'hui en stagiaires et qu'on va ensuite embaucher définitivement après leur stage. Plus de 220 ingénieurs maintenant à Dakar. Notre ambition est d'atteindre très vite le millier, évidemment, parce que c'est absolument important. Il y a là, encore une fois, un appétit, une volonté, et nous voulons, à notre niveau, jouer notre rôle. On sera plus de 300 à la fin de 2016, 500 en 2017, et j'espère plus de 1000 en 2018. Voilà. L'Afrique est évidemment déjà pionnière dans les paiements mobiles avec 52% des transactions mondiales via le téléphone portable. Ça nécessite, là encore, et j'ai bien noté ce que vous disiez, notamment sur la formation des forces de sécurité, la formation des magistrats, la formation de brigades spécialisées au sein de la gendarmerie, de la police nationale sur ces questions. C'est absolument nécessaire. Quand on a plus de 50% des transactions mondiales qui se font par téléphone portable, il faut évidemment, c'est un lieu, comme on a organisé, on s'est protégé dans le monde, dans l'espace territorial, il faut se protéger évidemment dans l'espace informationnel. On reçoit tous, pas plus tard qu'hier, je reçois encore
mon directeur financier reçoit des emails, on ne sait pas trop d'où, en lui demandant de procéder à un virement. Évidemment, vous avez tous connu ça. Il m'a envoyé ça hier. Il m'a dit Monsieur le Président, voilà une instruction que je ne suivrai pas. Voilà, il a bien fait, il a eu des bons réflexes. Visiblement, c'était un peu louche. Mais enfin, on en a tous les jours. Hein, on en a tous les jours. Et il y en aura tous les jours. Donc, des magistrats spécialisés, c'est extrêmement important. Des corps spécialisés au sein de la gendarmerie, c'est très important. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ces questions, c'est formidable. Nous, on est prêts aussi à apporter notre contribution pour les former, assister aussi le corps académique dans les formations qui nous semblent importantes dans ces domaines-là, parce qu'évidemment, on voit des risques importants, surtout à un moment où Internet se diffuse. Alors la pénétration d'Internet, elle est très importante dans certaines géographies. Au niveau de la planète, 60% de la population mondiale n'a pas encore accès à Internet, c'est-à-dire plus de 4 milliards d'habitants qui n'ont pas Internet, mais ça va venir, on le sait, et il faut évidemment y participer. En Afrique, il y a encore des progrès à faire, hein, mais c'est un chantier absolument majeur dont vous vous occupez évidemment pour le Sénégal, avec beaucoup de succès. Il faut poursuivre parce que c'est un enjeu majeur de modernité, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, la façon de créer de la richesse et aussi de commercer et aussi d'innover. On voit cet appétit d'innovation absolument formidable de la part des jeunes générations qui ont des idées d'applications, d'apps, comme on dit, créer des start-up, créer des entreprises. Et nous, on voudrait modestement à notre niveau contribuer à créer cet écosystème. Alors bien sûr, il y a la plateforme de Diamladio, hein, qui va être une plateforme numérique importante, et je sais que c'est un enjeu absolument majeur pour le Sénégal sous l'égide du président Macky Sall. Je sais toute l'énergie que vous y apportez, monsieur le ministre, dans le cadre de vos responsabilités ministérielles et politiques. Mais bien entendu, il faut poursuivre. Je sais également le rôle important que joue la Côte d'Ivoire, la façon dont il a pris le sujet aussi en main. Et là, bien entendu, en unissant nos forces, nous saurons davantage faire face à ces défis. Et puis aussi, créer de l'activité et de l'export. Et je le dis parce que Atos est un groupe important. On embauche plus de 10 000 ingénieurs par an dans le monde, ce qui est un chiffre qui est important, évidemment. Alors, la plupart, au cours des 20 dernières années, beaucoup de ces embauches se faisaient, je dirais, de façon ouest-est, de façon transversale. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas le faire de façon, non pas horizontale, mais de façon verticale. En d'autres termes, à partir du moment où il y a de telles compétences, de tels potentiels en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, mais pas seulement, bien entendu, pourquoi ne pas commencer déjà à bâtir ces liens avec les universités, le monde académique, le monde gouvernemental, pour commencer à voir comment former ces jeunes, et puis finalement, non plus embaucher Est-Ouest, mais embaucher Nord-Sud. Et quand je dis embaucher Nord-Sud, c'est contribuer précisément à avoir les ressources qui vont créer de l'export de matières grises. Et c'est ça qui est important. Hein. C'est pas avec des experts de très grande qualité, de renommée mondiale, qui pourront contribuer, là encore, à la balance commerciale. Autrement, quand, je dirais, y contribuant, comme c'était le cas, disons encore aujourd'hui au siècle dernier, dans les 3 espaces précédents que je décrivais, et notamment l'espace territorial, l'exploitation donc des terres sous toutes ses formes, que ce soit le monde agricole, que ce soit le monde minier, les ressources fossiles et autres. Et là, je crois vraiment qu'on a tous progressivement un enjeu à jouer, mais que pour que ça marche, évidemment, il faut y adjoindre cette dimension de cybersécurité. Cette cybersécurité, on le voit bien, elle va se manifester de plus en plus dans des concepts que vous maîtrisez tous, mais qui sont extrêmement importants à rappeler ici, c'est-à-dire la mobilité. J'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est absolument essentiel. Atos, du reste, a développé des systèmes de téléphones cryptés qui sont parmi les plus performants au monde. Et il ne faut pas être naïf. Il y a certaines activités qu'ils nécessitent. Je le dis avec force. Dans le domaine du cloud, évidemment, à partir du moment où on mutualise nos données, où on peut les mutualiser dans le cadre de cloud, il faut pouvoir les retrouver, il faut pouvoir les tracer, il faut pouvoir les suivre. Et là, nous avons développé des technologies importantes chez Atos avec des réseaux de partenaires, j'y reviendrai tout à l'heure, qui permettent de le faire. Les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux sur lesquels il faut pouvoir contrôler ce qui s'y passe.
Contrôler d'abord comment on contrôle ce qui se passe dans les quartiers, comment on contrôle ce qui se passe dans certaines géographies. Il faut aussi pouvoir contrôler ce qui se passe sur ces réseaux, qui sont des lieux de rencontre, des lieux de vie. Les parents que vous êtes le savent, hein, on voit nos enfants, on ne sait pas trop ce qu'ils fabriquent. Généralement, vous leur demandez quand même, à partir d'une certaine heure, de ne pas trop traîner dans des quartiers qui n'ont peut-être pas très bonne réputation. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux, il faut quand même que les parents aillent voir ce qui se passe, qui n'ont peut-être pas non plus très bonne réputation et qui peuvent être aussi des lieux, et on le voit aussi aujourd'hui, hélas, dans le monde que nous vivons, par certains aspects un peu tragiques, des lieux d'embrigadement qu'il faut quand même surveiller, comme vous surveillez vos enfants, encore une fois, dans le monde, entre guillemets, physique. L'entreprise étendue, c'est un formidable moyen aujourd'hui de créer de la richesse, d'accroître la productivité, d'accroître la compétitivité, mais c'est aussi, évidemment, un risque accru à partir du moment où on a des collaborateurs, et chez Atos, on est près de 100 000 ingénieurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans 72 pays. Évidemment, c'est à la fois une force que d'avoir ce déploiement au niveau mondial, mais c'est aussi une vulnérabilité d'avoir les collaborateurs, les ingénieurs qui travaillent à distance, et donc il faut sécuriser tout ça. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, je trouve que le thème que vous avez choisi aujourd'hui est tout à fait pertinent, parce que on voit bien qu'il y a un potentiel absolument formidable aujourd'hui en Afrique, avec les ressources humaines, les compétences académiques qui sont en train d'accélérer. Mais évidemment, pour que cet écosystème fonctionne, je le redis, une régulation claire, lisible, si possible, qui dépasse le cadre d'un pays de façon à ce qu'elle soit assez élargie, parce qu'encore une fois, les données sont transfrontières, et puis évidemment, des systèmes, des forces de l'ordre qui permettent de garantir, je dirais, la façon de créer ces richesses. Parce que dans ça, évidemment, la cybercriminalité dont vous avez parlé, ça peut être un frein à cet essor numérique. On le voit aujourd'hui. Les entreprises sont vraiment aujourd'hui toutes enclins de plus en plus à utiliser ces technologies, non seulement pour gagner de la productivité, mais aussi pour aller chercher des nouveaux clients dans ce nouveau cyberespace. Et bien entendu, on le sait tous, quand on voit les succès évidemment d'entreprises qui vont utiliser des plateformes mutualisées, alors on a tous en tête ce qui peut se passer avec Uber et d'autres plateformes comme Amazon, etc. On crée de la richesse précisément en utilisant des plateformes. C'est effectivement utiliser ces technologies, les compétences humaines, pour aller gagner de nouveaux clients. Et c'est donc de nouvelles frontières, ce sont de nouvelles frontières en matière d'accroissement économique qui s'offrent à nous. Mais évidemment, la cybercriminalité, comme à chaque fois, et je le répète, c'est pour ça que revenons toujours à ce que l'histoire nous a appris, et ces fameux 3 espaces dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce 4e espace, lorsque de la richesse commence à être créée, vous avez, et c'est hélas la nature humaine, s'il y a de la richesse, s'il y a donc quelque part de l'argent qui est associé à cette richesse, vous avez la criminalité qui va se développer parallèlement. Il convient de le traiter en amont. Les outils existent, les formations existent, mais c'est quelque chose qu'il convient de faire de façon à avoir cet espace de confiance qui permette de créer tout cela. Je voudrais vous dire que ce n'est pas des vains mots quand on parle de cybercriminalité. Il ne s'agit pas de faire peur, mais il s'agit de regarder les choses de façon réelle et de les affronter. Aujourd'hui, en 2015, le nombre de cyberattaques recensées a progressé de 38% dans le monde. C'est énorme. Je dirais un mot tout à l'heure sur ce que nous voyons, nous, chez Atos. On a organisé des centres de supervision où on contrôle pour des très grands clients mondiaux les activités, y compris les activités de hacking, les activités de cybercriminalité sur des systèmes d'information que nous gérons pour le compte de grands clients. Et avec une espèce c'est des salles de contrôle au niveau mondial où on regarde et on peut suivre de façon très précise ce qui se passe sur les systèmes d'information, parce qu'il faut tout simplement les contrôler comme quand vous êtes dans une tour de contrôle, vous avez l'espace aérien qui est contrôlé. Ou quand vous êtes dans un port, à la capitainerie, vous avez, avec les radars, vous suivez ce qui se passe. Et c'est absolument indispensable. Ces chiffres sont des réalités. Ils ne sont pas là pour faire peur. Ils sont là, encore une fois, pour nous inciter à prendre les moyens qu'il convient. Je dirais que ce chiffre augmente aussi de façon importante en Afrique, comme partout. Mais l'Afrique est un continent, qui évidemment a une démographie importante. Donc évidemment, comme tout ceci
corrélée à l'activité humaine, il faut s'attendre évidemment à ce qu'il y ait des augmentations de ces risques également en Afrique. On dit que, là encore ce sont des chiffres de rapport officiels, que 80% des ordinateurs personnels seraient infectés en Afrique par des logiciels malveillants, voire par des virus. Donc ce sont des éléments qui sont importants. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous vont tomber, pardon de l'expression un peu triviale, en rade, mais ça veut dire qu'il y a quand même ces activités qu'il faut se donner les moyens de les combattre. En nombre de victimes de la cybercriminalité dans le monde, l'Afrique du Sud occupe la 3e place avec 80%, après la Russie 92% et la Chine 84%. Donc vous voyez qu'on a quand même, c'est des chiffres qui sont importants, et les menaces évidemment mettent en cause les infrastructures, la sécurité et dans certains cas du reste des lieux de souveraineté de l'État, la pérennité des services publics dans certains cas évidemment qui dépendent de plus en plus du traitement de l'information et de la chaîne du traitement de l'information, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure implicitement dans mes propos, l'activité économique et le potentiel scientifique et technique d'une nation, et notamment à travers ses capacités, ses ressources d'innovation et de propriété intellectuelle. À ce sujet, je tiens à vous dire que nous entretenons des relations étroites avec le ministre de la Recherche ici au Sénégal pour voir un peu comment on peut contribuer à accroître précisément les recherches et dans le monde académique et dans le monde de la recherche au Sénégal, notamment dans le monde du big data, ce qui est extrêmement important.